Alors ici, s'il s'agit d'étudier un thème de manière assez rapide, mais ils nous ont mis beaucoup de choses dedans, sur à la fois la population, les niveaux de développement des populations et les territoires selon leurs inégalités. Donc il y a plusieurs choses que vous devez comprendre, les changements d'échelle quand on passe de la ville à la région, au pays, au continent, mais aussi comprendre la transition démographique. Donc ça fait pas mal de boulot à faire. Alors c'est pour ça que j'ai choisi le cas de l'Inde, qui est celui qu'on trouve dans le livre. L'Inde, vous avez ce pays magnifique qui est situé en Asie, où on a la seconde population mondiale derrière la Chine. Je vais m'amuser à l'attraper, hop. Vous voyez 1,340 milliards d'habitants, ce qui fait en gros le double de l'Europe sur un territoire tout de même petit, qui fait en gros la taille de l'Europe occidentale. C'est vraiment une très forte densité de population, des villages très peuplés, et si on regarde par ici l'IDH est plutôt faible, pour ceux qui auraient déjà répondu à leurs questions sur le dossier. Un IDH de 0,640, c'est vous voyez, le 130e rang mondial. Alors l'Inde, elle est caractérisée par plusieurs choses aussi. Si vous regardez, on va sur l'idée de forte croissance, hop. La population, elle a augmenté de manière très rapide. En 1950, on a peut-être 400 millions d'habitants, aujourd'hui on en a 3 fois plus. On estime que l'Inde, en 2050, devrait atteindre le 1,6 milliard, donc vous voyez que la croissance va se poursuivre, si on est OK. L'évolution du PIB, là on s'arrête seulement en 2015, on va pas au-delà, même si on peut penser que la courbe va continuer un peu comme ça, parce que le niveau de vie augmente très vite. Mais on est en millions de dollars à un niveau globalement équivalent au PIB de la France. Aujourd'hui, l'Inde l'a dépassé à peu près, mais il faudrait aussi prendre en compte la parité de pouvoir d'achat, qui est un truc dont vous n'avez pas à vous mêler réellement en seconde, qui prendrait le niveau de vie local en jeu. Donc, on a ce tableau d'une Inde, si vous voulez, qui est un très grand pays, un pays très peuplé, mais qui est un pays qui n'est pas encore très développé par rapport à ce qu'on va voir par ailleurs à travers le Japon ou d'autres pays. Donc ça questionne aussi les capacités de chaque pays à répondre aux besoins de la population. Alors, après l'Inde qui connaît une explosion démographique et une forte croissance économique, il faut parler d'un cas très différent qui est là celui du vieillissement. Alors, comme vous le savez, un des pays qui vieillit le plus rapidement au monde avec l'Italie ou l'Allemagne, c'est le Japon. Et le Japon est un cas intéressant parce que donc, les pays concernés par le vieillissement sont des pays la plupart du temps qui ont un nombre de naissances nettement inférieur à ce qu'elles ont connu il y a 50 ou 60 ans. C'est typiquement le cas du Japon. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la natalité s'effondre un peu, mais repart après très fort dans les années 50-60, un peu comme en Europe, le baby boom. Et aujourd'hui, on est très loin de ce cas de figure. Alors, je vous ai mis plusieurs choses. La population diminue fortement, moins 2 millions en 14 ans, ça va encore par rapport à la taille du pays qui est assez importante en termes de population. En tout cas, on passe de 128 millions à 126. Mais il y a une baisse réelle parce qu'en plus le Japon est un pays qui fait peu appel à l'immigration. Alors je vous mets, tout ça, ça provient d'un excès de décès sur les naissances, c'est un solde naturel négatif. D'accord ? Un solde naturel négatif, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Ça implique un vieillissement assez rapide, tout ça. Alors si on vous le met ici, pour bien comprendre ça, le Japon, on voit que autour de 2006, le nombre de décès est devenu supérieur au nombre de naissances. On voit que dans les années 50, le nombre de naissances était très élevé, au moins équivalent à ce qui se faisait en Europe de l'Ouest à cette époque-là. On voit un rebond en 1975, puis une courbe des naissances qui est quand même très faible. Alors depuis, on se maintient à quelque chose comme un enfant, 40 par femme. Alors, comment il faut comprendre ça, un enfant, 40 par femme? Vous avez des femmes qui ont 2 enfants, d'autres qui en ont 1, certaines qui en ont pas. Quand on fait la moyenne, voilà, on a des petits morceaux d'enfants qui se baladent, mais l'idée c'est que
aujourd'hui, vous avez moins d'enfants pour remplacer ces personnes âgées qui meurent. Et plus votre proportion de personnes âgées dans la population est grande, plus elle risque de mourir en plus grand nombre. Même si l'espérance de vie a beaucoup augmenté, c'est ce qu'on verra par ailleurs, quand vous avez 30% de votre population qui a plus de 75 ans, on va dire mécaniquement la population est vouée à diminuer. Alors quelles sont les conséquences de ce vieillissement? Rappelons tout d'abord, assez vite, pour certains, quel type de territoire est le Japon et où il se situe. Ici, on arrive, on zoome un petit peu sur le Japon, vous avez affaire à un archipel. Un archipel qui est de plus assez montagneux, ici on arrive à deviner, c'est relativement intéressant les photos satellites. Tout ce qui est ici quasiment en gris est la méga agglomération de la mégalopole japonaise, Tokyo. Et alors c'est surtout ici qu'on a le noyau dur si vous voulez, mais elle a tendance à se répandre aussi dans les campagnes. Tokyo qui est la plus grande ville du monde avec près de 40 millions d'habitants. Enfin, la plus grande aire urbaine, aire métropolitaine. Donc déjà, ça nous situe un peu le territoire japonais, ses contraintes. C'est un territoire qui est extrêmement contraint par les montagnes, par le fait que ce soit une île, par le fait qu'il puisse être un peu éloigné du reste aussi de l'Asie. Mais c'est un territoire qui a été très tôt très développé. Les Japonais ont eu à cœur de rattraper les Européens. Alors, je vous mets des territoires qui sont voués à perdre des habitants, ça c'est une conséquence du vieillissement. On voit tout de suite que les territoires qui ne sont pas concernés par les pertes d'habitants sont situés dans cette zone-ci, qui est le cœur de la population japonaise dynamique et riche. Entre Tokyo et Kobe-Osaka, vous avez quasiment plus de la moitié de la population japonaise qui vit là. 70 millions de Japonais à peu près qui vivent sur cette petite plaine côtière. Par contre, si on regarde, vous avez tout le nord du pays et une partie d'autres zones montagneuses qui, elles, vont être concernées par la baisse. Alors que, d'accord, ici, en gros, ça va rester des territoires dynamiques. Donc, assez simple à expliquer là aussi. Le vieillissement va frapper avant tout les zones rurales, les zones de montagne, les zones économiquement les moins dynamiques, et les jeunes qui cherchent du travail continuent de se diriger vers les mégalopoles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Alors ce vieillissement a deux conséquences principales. Le poids que ça fait porter sur le système des retraites et les systèmes de santé. Plus vous avez des personnes âgées, plus il faut leur payer des retraites longtemps. Vous avez dû en entendre parler quand même cette année, ça a été le principal mouvement d'opposition au gouvernement. On a plusieurs profs également à avoir fait grève pour nos retraites. C'est quelque chose qui inquiète tout le monde dans les pays occidentaux et les pays riches en général, comme le Japon. Mais les systèmes de santé aussi. Là, on le voit à travers notre crise qui nous vaut le confinement. Notre système de santé, il est de plus en plus fragilisé par le poids des soins à apporter aux personnes âgées. Là, elles sont les plus fragiles en majorité à l'épidémie actuelle, et c'est très difficile de faire face à la demande en soins qu'une population âgée requiert par rapport à une population jeune, qui serait la plupart du temps en bonne santé. Même chose, deuxième facteur complexe à gérer pour les sociétés, la main-d'œuvre. Plus votre population vieillit, moins elle est en capacité de travailler. Alors, au Japon, on travaille jusqu'à un âge tardif, jusqu'à 67 ans en moyenne, mais comme on vit jusqu'à 90 ans, le problème est le même qu'en France à peu près, le nombre d'années que vous passez sans travailler. Puis dans certains métiers, on peut considérer que les gens sont moins aptes à travailler après 60 ans, dans les métiers de l'industrie ou autres, donc c'est quand même compliqué pour gérer. D'où la solution trouvée par les Japonais, qui est celle-ci. Celle de la robotisation, ici c'est le cas d'une usine présentée sur une chaîne de télé européenne, de robots qui travaillent sur des chaînes avec des humains qui les supervisent. Ces robots ont une forme humanoïde parce qu'ils doivent opérer des tâches complexes qui normalement sont opérées par des humains.
Donc les Japonais misent énormément sur la robotique parce que dans la tradition, on va dire, politique japonaise, il est assez peu bien vu de faire appel à l'immigration pour remplacer des Japonais. Les Japonais considèrent souvent sont des insulaires, hein, ils sont sur une île, les étrangers, les gaijin, comme une menace pour leur culture et leur unité en tant que peuple. Donc le robot est une solution aussi pour eux pour éviter le recours à l'immigration, notamment chinoise. On en arrive à la deuxième partie du cours, non pas sur le vieillissement, mais sur la croissance démographique. Alors il y a plusieurs points qui sont abordés si on prend l'ouvrage. La croissance, où est-ce qu'elle nous a mené ces derniers temps, hein, comme ici la croissance avec des chiffres faciles à retenir. On est 7,5, 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui en 2020. 40% de la population de l'Afrique subsaharienne a moins de 15 ans, c'est en Afrique on a la plus forte croissance démographique, mais 13% de la population a plus de 60 ans, et en plus ces plus de 60 ans sont massivement localisés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Ça fait tout de même 15%, 1 milliard de personnes qui aujourd'hui sont des personnes âgées. Alors, sur la croissance démographique et la répartition de la population en général. Il y a plusieurs choses ici qu'on peut mettre. Alors, on peut, par exemple, regarder une carte que j'ai trouvée, que j'ai mise en GIF sur YouTube, qui montre justement la croissance de la population. Ici, on se situe à peu près en 1920-1930. Donc, on était avant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque du Front populaire, à peu près 2,3 milliards. Et on voit la croissance fulgurante de la population, notamment en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Afrique. Et elle se poursuit. Là, on s'arrête aux alentours de 2050 à peu près, et on voit très bien que, alors que les foyers de peuplement historiques a été l'Europe, l'Inde, alors là vous voyez, alors l'Inde c'est vraiment une Inde considérée avec ses voisins, les deux pays musulmans que sont le Bangladesh et le Pakistan, c'est tout le sous-continent indien, qui fait aujourd'hui 200, 350, 1,7 milliard d'habitants, et c'est un peu la même chose pour Chine, Japon, Corée, Asie du Sud. On a un grand foyer de population de près de 2 milliards d'habitants. Mais on voit très bien que d'ici à 2050, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, quasiment jusqu'en Afrique du Sud, vont constituer deux nouveaux grands foyers de peuplement, avec chacun probablement pas loin d'1 milliard d'habitants. Et on a les foyers de population américaine qui sont plus dispatchés, qui sont plus disséminés sur l'ensemble de la planète, mais qui globalement sont aussi moins importants, il ne faut pas se leurrer. Alors, tout ça, ça nous amène aussi au deuxième point, sur le fait que la répartition, elle est déséquilibrée, la croissance, elle s'est beaucoup faite au XXe siècle en Asie, et maintenant au XXIe siècle en Afrique. L'Europe et l'Amérique du Nord sont aussi sur une pente différente, dans la mesure où l'Amérique du Nord est encore très dynamique, et l'Europe est plutôt sur un déclin démographique qu'autre chose. Alors si on note des choses assez simples, depuis 1950, la population a été multipliée par 3. Elle devrait encore augmenter de 2 milliards supplémentaires en 30 ans. Depuis, on va dire, quelques années, on est sur une base de 1 milliard d'habitants tous les 15 ans. Mais avec un ralentissement réel. Il y a un ralentissement de la croissance parce que la fécondité, le fait d'avoir des enfants diminue et la population vieillit. Et cette population qui vieillit, forcément, a moins d'enfants et est plus susceptible de décéder. Alors, deux petits documents rapides pour traiter cette question des transitions démographiques. Un petit gif vidéo d'un collègue géographe brésilien qui explique aux élèves brésiliens justement cette histoire de transition démographique. Ça va nous permettre de le faire ensemble également. Et vous voyez que sur sa carte, avant que je démarre l'animation, on a 3 courbes.
la natalité, la mortalité et la croissance. Puis on a affaire à une dernière phase, ici, qui serait une phase de décroissance de la population, mais qui n'est pas forcément envisagée partout. Alors il imagine une hausse de la mortalité, il faut voir que l'espérance de vie augmente tout de même, donc on verra. On a la pré-phase de transition démographique, et on a un phénomène massif qui est mis ici, là aussi en portugais, l'urbanisation. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Au départ, la natalité diminue. Mais elle va diminuer dans une deuxième phase. Il y a toujours une phase 1 et une phase 2. Dans la première phase, c'est la mortalité parce que vous avez les normes d'hygiène, les médicaments, les antibiotiques, les vaccins qui arrivent. Et la deuxième phase, c'est quand la natalité, elle aussi, se met à baisser parce que les gens s'adaptent au fait qu'ils ont beaucoup d'enfants et que les enfants survivent. Le fait qu'ils s'adaptent font qu'ils vont chercher à avoir moins d'enfants. C'est logique. Donc, on a à peu près ici l'idée de transition démographique, d'accord? C'est comment une société passe d'un modèle, mettons la société ici du XVIIIe siècle d'Ancien Régime, à la population actuelle très urbanisée avec une croissance démographique plus faible. Là, je veux dire que le collègue, c'est un peu ce qu'il explique dans sa version portugaise. Première phase, baisse de la natalité, croissance de la population très rapide. C'est ça aussi qui va jouer pour nous. L'idée de croissance. Un deuxième document à voir ensemble pour comprendre justement où on en est au niveau de la transition démographique un peu partout dans le monde. Il faut cibler quels sont les pays qui ont une faible natalité, quels sont les pays qui ont une forte natalité. Faible natalité, toute l'Est de l'Europe, l'ancien bloc communiste et la Chine ici que j'entoure après. Et vous voyez que ça concerne aussi parfois des pays qu'on considère à peine émergents comme l'Iran. L'Europe du Sud en général, vous voyez que la France est une exception, parce que sa natalité est encore, enfin son taux de fécondité est toujours supérieur à 1,80. Une partie des pays scandinaves aussi, comme la Suède. L'Amérique du Nord a vu son indice synthétique de fécondité s'effondrer, et plus étonnant pour nous, le Brésil. Le Brésil a terminé sa transition démographique, tout comme le Chili en Amérique latine, et quelques autres pays comme le Costa Rica ici, ou Cuba. On a tout un ensemble de pays qui ont terminé cette transition démographique. Les pays qui sont dans des indices plus clairs, c'est-à-dire ici, sont en train de la terminer. C'est l'Afrique du Nord par exemple, c'est l'Asie centrale ici, ou c'est le sous-continent indien qui est en train de terminer sa transition démographique, mais ce sera probablement pas achevé avant une trentaine d'années. Donc ça nous fait un tableau comme ça. Et vous avez forcément, ici je vais me mettre en bleu, pour pas être sur du bleu, toute l'Afrique subsaharienne quasiment, hormis l'exception de l'Afrique du Sud, et une partie du Proche et du Moyen-Orient qui est toujours dans une phase de transition démographique, je dirais entre la première phase que je vous ai montré tout à l'heure et la deuxième phase. C'est-à-dire que la natalité a commencé à bien baisser, mais elle est encore élevée malgré tout, et la mortalité a beaucoup baissé par rapport à ce qu'elle était avant. Donc là, on a un tableau à peu près simple à comprendre. Le monde est partagé par des zones on va dire, géographiques où la transition démographique est finie, d'autres où elle n'est pas achevée, et d'autres où elle est loin d'être achevée, comme ici, en Afrique subsaharienne, parce qu'elle a commencé plus tard. Alors reprenons cette histoire de transition démographique une dernière fois. Si on s'intéresse aux phases, vous avez la phase ici qu'on dit pré-transitionnelle. Avant la transition, on a une natalité et une mortalité fortes, comme dans la France du XVIIIe siècle, en gros, ou tous les pays européens au XVIIIe ou début XIXe pour certains. Puis, la mortalité baisse. Ça vous fait ce qu'on appelle le solde naturel. La différence entre les naissances et les décès devient considérable, et donc la population, elle croît fortement. D'accord ? Dans la phase 2, on l'a vu, c'est la natalité qui baisse. Comme la natalité baisse, l'écart et la croissance démographique diminuent aussi.
Ok. Donc, par rapport à toutes ces phases, alors revenons à notre graphique. En gros, ça nous donne, par rapport à ce que je vous avais montré sur la carte d'avant, l'Afrique subsaharienne est globalement dans une phase où la natalité commence à diminuer, qu'elle est à peu près ici. Ça dépend beaucoup des pays. La Côte d'Ivoire est dans une phase où la natalité a déjà pas mal baissé, alors que c'est pas le cas des pays comme le Tchad, le Yémen, le Tchad, le Niger ou le Soudan par exemple, on serait beaucoup plus de ce côté-ci. Donc l'Afrique n'avait pas non plus uniforme. Bon, ça c'est un premier point. On a tout ça qui est relativement facile à cibler. L'Asie du Sud, l'Inde, on est ici. Il y a une natalité qui diminue, on n'est plus qu'à à peu près 3 enfants par femme, et une mortalité qui a bien diminué. Et donc dans la phase achevée, on peut inclure la Chine, le Japon, la France, le Brésil, tous ces pays où la natalité et la mortalité se sont rejoints à peu près en taux pour 1000, et où la croissance de la population semble plus faible. Alors, à côté, je vous ai mis justement l'importance et l'impact que ça va avoir sur l'humanité. L'Asie, depuis l'Antiquité, c'est la partie du monde la plus peuplée. On avait 4 milliards d'Asiatiques en 2000, 900 millions d'Africains, 720 millions d'Européens, 561 millions de Latino-Américains, 330 d'Américains du Nord, 33 en Océanie. D'ici à 2100, le rapport risque de changer fortement. On aurait toujours une forte population asiatique, près de 5 milliards, mais plus de 4 milliards d'Africains et plus que 653 millions d'Européens. Donc là on voit que le fait que l'Afrique subsaharienne soit dans cette partie-là de la croissance et de la transition démographique, sa croissance va continuer de manière très forte et la population africaine va continuer d'augmenter jusqu'en 2100. Alors, dernière partie du cours, les nouveaux besoins et les nouveaux défis qui naissent de ces transformations des populations un peu partout dans le monde. Il faut bien voir que le fait de vieillir, ou alors d'avoir des populations bien plus nombreuses, vous avez des pays africains qui ont multiplié leur population par 5 en 40 ou 50 ans, ça change totalement les sociétés. Donc, je voulais prendre deux cas particuliers, des conséquences et puis des choses qui sont à prendre en compte par rapport à tout ça. Face à la croissance démographique au XXe siècle, là je vais la mettre un peu de côté celle-ci pour vous mettre en exergue l'image de propagande, à partir de 1979, la Chine décide d'appliquer de manière très brutale une politique de l'enfant unique. Elle va être assouplie progressivement. À la campagne, on aura le droit à 2 enfants, mais en ville un seul. Et les ethnies non chinoises, on va dire les Tibétains, d'autres peuples, auront le droit à plus d'enfants. Mais la politique de l'enfant unique, c'est clairement une conséquence politique, en tout cas pour la Chine, de sa très forte croissance démographique. Les leaders politiques, Deng Xiaoping, le leader politique en 1979, ont trouvé que un des seuls moyens de permettre le développement économique de la Chine, c'était de limiter sa croissance démographique. On avait des projections dans les années 60 pour plus de 2 milliards de Chinois. On peut dire que cette politique qui a été très dure, qui comprend des avortements forcés, parfois des stérilisations, tout ce que vous voulez, elle a empêché, entre guillemets, la naissance de 600 millions de Chinois. Et à côté, vous avez un autre impact majeur des changements qu'on vient de voir, le sex ratio, qui est le rapport entre hommes et femmes dans un pays, en nombre. C'est aussi quelque chose qui est très modifié par les pratiques des cultures différentes qu'on peut avoir et des pays. Traditionnellement, on va dire, dans des pays de culture européenne, les femmes vivent plus longtemps, elles ont de meilleurs modes de vie que les hommes, elles consomment moins d'alcool, fument moins parce que ça a changé, et on peut dire généralement ont des pratiques moins à risque. Donc là on a une majorité de femmes dans les sociétés européennes, nord-américaines qui sont aussi européennes, ou latino-américaines. Alors on a des exceptions comme le Venezuela, le Pérou, pour des raisons différentes. Au Venezuela, c'est une très forte violence aussi masculine. Bon, au Mexique, ça a peut-être changé aussi avec la violence.
Mais en Afrique, on a des choses aussi très spécifiques. L'Afrique, qu'on pourrait dire globalement musulmane, vous voyez qu'elle épouse une espèce de modèle de beaucoup de pays musulmans et de l'Inde ici et de la Chine, qui est qu'il y a un plus grand nombre d'hommes que de femmes. Et ça, c'est lié à une sélection aussi des bébés parfois à la naissance. Ça implique dans les villages parfois l'infanticide. Aujourd'hui en Inde ici, ça implique des avortements sélectifs de bébés filles, parce que les garçons sont essentiels justement à la bonne tenue du foyer, au fait de transmettre le nom de la famille, ou de, comme en Chine, de vouer un culte aux ancêtres. Seuls les garçons peuvent avoir un petit autel et prier pour leurs ancêtres. En Chine, il faut avoir un fils pour pouvoir perpétuer sa mémoire. Donc, la Chine a beaucoup évolué, ça change. On n'est plus dans une société traditionnelle, surtout depuis qu'elle est communiste depuis 70 ans. Mais ça a joué très fortement sur beaucoup de pratiques. Donc, pour généraliser, on a vu deux cas. Une très forte croissance démographique, une croissance démographique très faible qui est la conséquence d'un vieillissement de la population et de peu d'enfants qui sont faits. Si on a la situation 1, le vieillissement de la population, Europe, Amérique du Nord, Asie de l'Est, ça implique deux choses. Deux choses qui vont avoir des conséquences partout, alors qui seront différentes selon les systèmes, hein, bien sûr. Là, si je vous bouge un peu tout ça. Des problèmes de dépendance ici, les personnes âgées vont devenir de plus dépendantes, alors à la fois des services à la maison, des gens qui vont s'occuper d'eux, ou des maisons de retraite ou choses comme ça, mais aussi par rapport au système de retraite. Nous, on a un fort taux d'inquiétude par rapport à notre système de retraite, comment il va être financé, comment les gouvernements différents vont s'y prendre, et surtout, comment on fait peser sur un nombre plus faible de gens qui travaillent le poids des retraites d'un nombre toujours plus important de gens qui ne travaillent pas, qui sont eux-mêmes en retraite. D'un autre côté, on a une autre situation, les populations encore jeunes, certains pays d'Amérique latine, hein, notamment la Bolivie, le Paraguay, l'Équateur, on a encore des pays assez jeunes. Les pays d'Amérique centrale sont encore assez jeunes, le Guatemala ou autre. Eux, pour ces pays-là, vont se poser d'autres problèmes. Si on a grandi, là j'avais choisi deux exemples assez simples, qu'on peut connaître aussi dans les pays du Nord, hein, bien sûr, qui est le chômage, mais là ici le chômage des jeunes, qui est très fort d'ailleurs en Argentine, en Uruguay, qui sont paradoxalement les pays les plus riches, mais aussi dans les pays caribéens, qui sont pas forcément les plus riches. Alors même si la Colombie connaît une forte croissance, le Brésil, lui, est un peu dans un entre-deux, mais le chômage des jeunes est un véritable problème pour tout un tas de pays, et ça implique souvent que les jeunes ont des petits boulots, ont du mal à joindre les deux bouts. L'autre chose, c'est payer pour les systèmes scolaires. Ici, vous avez une école de filles, visiblement, on est peut-être chez des religieuses en tout cas, je vois pas beaucoup de garçons, il y en a peut-être quelques-uns. Mais vous voyez qu'on est souvent à 40, 50, 60, jusqu'à 100 dans une salle de classe avec une maîtresse dans beaucoup de pays africains. Donc on a une grande difficulté à faire face au défi de cette population très jeune qui doit être scolarisée. Alors ça a d'autres impacts hein, qu'on voit dans d'autres programmes comme en première. L'impact, si vous voulez, d'une scolarisation massive de tous les jeunes Africains en français. Globalement, si la plupart des enfants africains se retrouvent scolarisés en français, le poids de la langue française va grandement enfler, et on pense que d'ici à 2100, il y aura plus d'1 milliard de francophones. Alors, en conclusion, dernière réflexion qui est double, réfléchir sur la situation des pays encore, on va dire, en développement, des pays développés, même si c'est une manière de voir les choses qui paraît un peu ancienne. On pourrait plus parler de pays anciennement industrialisés ou de pays à un régime démographique moderne. Alors,
il faut voir que ce sont souvent des pays soit qui ont connu une situation politique et économique particulière, hein, comme l'Asie ici, Japon, Chine, Corée, qui ont connu une industrialisation, un développement quand même assez important, et des pays qui ont encore des structures sanitaires, des situations de conditions de vie, notamment pour les femmes, qui sont encore assez déficitaires, hein, comme certains pays du Moyen-Orient, comme l'Afghanistan ou le Pakistan. Donc on a des groupes opposés, mais on voit très bien que les successions causales, là, elles sont faciles à suivre. D'accord, ça veut dire les causes, hein, si vous voulez, et les conséquences. Plus votre natalité est forte et votre espérance de vie augmente, plus la population augmente. Cette population jeune et nombreuse a besoin d'éducation, de santé et d'infrastructures pour vivre, de logements notamment. Plus votre population est vieille, moins vous faites d'enfants, moins votre population grandit, on est d'accord, elle vieillit. On n'arrive plus trop à avoir des salariés ici pour travailler, et donc on a du mal à payer les retraites et les dépenses de santé. Alors par ailleurs, si on va un peu plus, là j'éloigne sur notre carte, on voit que le monde a tendance à se diviser en une espèce de grande partie. Tiens, je vais essayer de m'amuser ici. Hop, que j'attrape mon stylo. Ouais. Vous voyez, une espèce de grand monde tropical équatorial, on va dire, qui est marqué historiquement par la colonisation européenne, hein, l'Inde, l'Asie du Sud, l'Afrique ou autre. Donc des sociétés qui ont eu leur développement économique et social qui a été longtemps freiné par la colonisation, des pays qui se sont modernisés petit à petit au XXe siècle et qui aujourd'hui connaissent leur croissance démographique conséquente. D'accord ? Donc ça nous fait une réflexion assez simple, hein. Vous voyez, d'un côté des pays du Nord qui ont une situation particulière, alors on pourrait terminer en disant il y a encore une situation plus extrême entre guillemets, ce qui est celle des pays d'Europe orientale ou d'ex-URSS, mais la natalité a pas mal remonté dans certains de ces pays comme la Russie. Elle est moins préoccupante, mais c'est vrai qu'il y a un fort taux de mortalité parce que des problèmes sociaux conséquents. En Ukraine ou en Russie, un alcoolisme important, une violence masculine aussi conséquente, un taux d'homicide très élevé, donc une population qui a tendance à diminuer assez fortement. Voilà, alors, prochaine vidéo qui arrivera relativement bientôt, mais qui devrait aussi vous donner un panorama pour vous permettre de comprendre à la fois les cours et les documents à distance.